Bonjour, bonjour. Bonjour. Bonjour de Paris à Vilnius. Merci beaucoup. Donc, peut-être, cher vice-ministre, chère ambassadrice, chers invités aussi, mesdames et messieurs, pour moi, c'est un grand plaisir d'inaugurer cette conférence de l'été à Paris. Et en général, commencer la journée dédiée pour notre histoire juive lituanienne et surtout ici en France. Parce que nous avons commencé cette idée pour développer il y a plus qu'un an. Et c'était vraiment un grand projet pour faire un grand événement sur notre histoire juive. Et donc, je suis vraiment très, très heureux d'être ici et finalement avoir cette conférence dédiée sur notre passé, mais aussi sur les discussions, je pense, sur le futur et sur la présence. Je suis vraiment très reconnaissant pour Oubni, mon adjoint, qui a fait tous les travaux préparatoires pour cette occasion et aussi pour notre collègue Rita et toute l'équipe de l'ambassade, parce que vraiment, c'était presque un an pour préparer, pour discuter. Bien sûr, grâce au Covid, ce n'était pas possible d'organiser cet événement l'année dernière. Donc, vraiment, je suis très heureux d'être ici et inaugurer cette conférence, cette journée. Parce que je pense que c'est une bonne occasion pour discuter sur la mémoire de la Shoah. Et ce n'est pas par hasard la date de cette conférence a été choisie, parce que c'est le 23 septembre. Chez nous, ça correspond à l'anniversaire de la liquidation du ghetto de Vilnius en 1943. C'est une journée nationale de commémoration du génocide des Juifs lituaniens. Donc, ça correspond aussi avec la discussion, avec la passé, parfois très triste, mais quand même très, très important pour discuter, pour avoir cette session dédiée pour la mémoire de la Shoah. Aussi, on va faire la discussion et présentation de Yves Placeros sur l'héritage du monde juif disparu, aussi projection de films, bonne discussion sur la contribution des Juifs de Lettonie à la vie culturelle en France. Et bien sûr, à la fin de cette journée, le concert dédié pour les victimes de l'Holocauste qui sera fait par notre pianiste Musa Rubetský, qui va jouer aussi les morceaux de Litva, comme par exemple Godowski. Comme d'habitude, il y a des changements de la dernière minute pour le programme. Et je pense que c'est notre ministre des Affaires étrangères, Gabrielius Landsbergis, actuellement à New York. Donc, il n'a pas pu se rejoindre à nous en direct. Mais nous avons notre vice-ministre Arnoldas Pranckevičius, vice-ministre des Affaires étrangères, qui est parfaitement francophone et qui a gentiment accepté de le remplacer de notre ministre. Donc, je vais peut-être commencer avec ça et je voudrais inviter notre vice-ministre pour faire le premier discours, la première remarque introductive. Merci. Merci, Nerijus. Bonjour à tous, Madame l'ambassadrice, Monsieur l'ambassadeur. Je suis très honoré de pouvoir accueillir au nom de notre ministre aujourd'hui les participants de cet événement, de la première journée de Litvak, le juif lituanien à Paris, même si c'est que virtuellement. J'ai vu que le programme est très impressionnant, avec beaucoup d'interventions et discussions très intéressantes. Et je suis désolé que je ne suis pas moi-même à Paris aujourd'hui pour voir et pour écouter toute la durée de la conférence. Certainement, la contribution de Litvak à la culture mondiale est en fait immense. Elle est particulièrement importante, bien sûr, en France, accueillant une importante communauté juive. L'histoire de Litvak est très riche, mais aussi extrêmement douloureuse.
comme a dit aussi notre ambassadeur. Nous devons apprendre cette histoire pour que les pertes soient pleinement comprises par nos compatriotes en France et en Lituanie. C'est également important pour les défis actuels et futurs. Notre gouvernement ici à Vilnius s'est engagé dans cette voie. Nous travaillons à améliorer l'éducation sur les choix, à commémorer des événements historiques et à marquer les lieux liés à l'histoire juive, ainsi que lutter contre les discours de haine. Je crois fermement que nous pourrions faire plus en partageant nos expériences sur la façon de traiter les pages douloureuses de notre histoire. Et dans ce domaine, nous pourrions certainement prendre beaucoup de la France. Aujourd'hui, comme déjà Nerius a dit, le 23 septembre marque le jour de la liquidation des ghettos de Vilnius et nous commémorons la journée nationale de souvenir du génocide des Juifs lituaniens. Une série d'événements sont organisés en Lituanie, dont beaucoup sont des initiatives locales, citoyennes, telles que des lectures publiques de noms des victimes. Je salue particulièrement l'initiative de marquer cette date à Paris également, en soulignant les liens de nos histoires et de nos identités. Je pense qu'il est particulièrement important aujourd'hui de rappeler l'impératif éthique d'Emmanuel Levinas, un litvak très, très connu. C'est l'impératif d'accepter l'autre. Accepter l'autre, c'est enfin le fondement de notre identité européenne. Mesdames, Messieurs, je remercie encore une fois les organisateurs, surtout l'ambassade de Lituanie en France et tous les autres, et les participants. Et je vous souhaite à tous une journée enrichissante et très intéressante. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le vice-ministre. Et merci pour tous les mots et pour une bonne introduction pour notre discussion qu'on va continuer. Et maintenant, je voudrais donner la parole à l'ambassadrice de France pour les droits de l'homme, chargée de la dimension internationale de la Shoah, de l'exploitation et des devoirs de mémoire. Donc, Madame Borion, la parole est à vous maintenant. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur, Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, mes chers amis, cher Oudney qui a également tellement fait pour organiser cette journée. Je suis très heureuse de pouvoir participer. Alors, je suis désolée, je suis en ligne mais maintenant parce que j'ai une autre réunion, mais je vous rejoindrai dans l'après-midi et certainement pour le magnifique concert ce soir. Voilà, nous avons une journée importante, une journée douloureuse, comme vous l'avez dit, pour se commémorer cette liquidation du ghetto de Vilnius, pour cette journée nationale du souvenir du génocide des Juifs de Lituanie. Et je vous félicite d'avoir organisé ce colloque tellement riche qui va permettre de croiser les regards français et lituaniens sur ces crimes odieux, pour également, il faut regarder bien sûr sur l'avenir, voir aussi comment ce que justement nos cultures aussi se sont enrichies mutuellement, réciproquement, avec la contribution des Juifs de Lituanie à la vie culturelle yiddish ou avec la participation de grands intellectuels. Vous avez cité Emmanuel Levinas. En effet, ce devoir de mémoire, il est nécessaire pour honorer les victimes et les rendre immortelles dans nos mémoires comme dans l'histoire, mais aussi nécessaire pour que nous construisions un monde où il n'y ait plus jamais cela, pour construire des sociétés meilleures. Et parce qu'une société démocratique ne peut pas regarder son présent et son avenir de façon apaisée si elle n'a pas fait la paix avec son propre passé. Et donc, tout le travail que vous menez, que nous menons, que chacun des pays
est amené à faire sur cette histoire si douloureuse de l'Holocauste, de ces crimes du passé, est absolument nécessaire. La France, elle est très engagée dans ce travail de mémoire. Nous avons de multiples institutions qui sont extrêmement actives, que ce soit la Fondation pour la mémoire de la Shoah ou le Mémorial de la Shoah, le Camp des Milles, le Mémorial de Drancy, la Maison d'Isieux, où je me rendrai prochainement avec des ambassades, des représentations permanentes à Genève, le Camp de Gurs, le Struthof et d'autres. Nous sommes donc actifs pour que cette mémoire ne soit pas seulement honorée de façon intellectuelle, historique, et qui est bien sûr nécessaire, mais également pour donner quelque chose de concret, de réel, notamment pour l'enseignement de cette mémoire. Nous travaillons également de façon très active pour la restitution des biens aux victimes de l'Holocauste. C'est aussi une dimension de ces spoliations qui est essentielle et nous le faisons avec la CIVS et bien sûr en coopération aussi avec d'autres pays. Un autre champ d'action qui est fondamental, c'est celui de la lutte contre l'antisémitisme. Et avec la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT, la DILCRA, nous avons aussi en France ce plan d'action national contre le racisme et l'antisémitisme. Nous sommes en train de préparer le prochain plan d'action pour agir sur de multiples créneaux, de multiples dimensions de notre vie. Lutter contre la haine sur Internet, et nous voyons combien elle est pernicieuse, combien elle s'étend et combien il faut lutter aussi contre toutes les désinformations. Éduquer contre les préjugés et les stéréotypes, protéger les citoyens et accompagner les victimes, ou investir de nouveaux champs d'action, d'investigation. Et en effet, alors qu'aujourd'hui, les survivants de la Shoah nous quittent, nous devons travailler de façon renouvelée, nous devons chercher de nouvelles façons de promouvoir l'enseignement, l'histoire, la sensibilisation. Et je voudrais prendre l'exemple de ce projet du convoi 77, qui a été porté par l'association des familles déportées du dernier convoi, le convoi 77, pour faire un travail avec les écoles, pour pouvoir justement porter cette mémoire et la faire transmettre par les enfants. Et je suis très heureuse que dans toutes les écoles qui ont participé à ce concours, le lycée français de Vilnius a été parmi les 11 vainqueurs et nous ferons lors du 27 janvier prochain une cérémonie et nous serons très heureux que justement le lycée français de Vilnius, qui incarne ce lien entre la France et la Lituanie, ait fait un magnifique projet et puisse porter ce combat, je dirais. Ce combat, nous le portons également au niveau international avec vous, nos amis lituaniens, au sein des Nations Unies ou au sein de l'Alliance internationale pour la mémoire de la Shoah, l'IHRA, qui aura prochaine session plénière à Thessalonique, pour promouvoir la mémoire, pour promouvoir l'enseignement et promouvoir la recherche sur la Shoah. Ce sont toutes des dimensions fondamentales. Et nous aurons bientôt la conférence de Malmö en Suède le 13 octobre sur la mémoire de la Shoah et la lutte contre l'antisémitisme, 20 ans après cette si importante déclaration de Stockholm. Alors, je me réjouis que cette journée nous permette d'approfondir tous ces thèmes et de le faire, que ce soit vous, nos amis lituaniens, qui portiez ce mouvement ici à Paris pour incarner notre coopération entre la France et la Lituanie et ensemble rassemblés au sein d'une Europe qui prône le respect des droits, des libertés fondamentales, de la lutte contre toutes les discriminations dans ses principes fondateurs. Et je crois qu'ensemble, justement, avec ces principes de démocratie et de respect de tous et de chacun, nous pourrons contribuer à ce qu'il n'y ait plus jamais ça et que la mémoire de tout ce qui s'est passé reste vivante. Bons travaux à tous. Je me réjouis de vous retrouver cet après-midi et merci encore d'avoir organisé et merci
porter si bien, si magnifiquement notre langue. Monsieur le ministre, monsieur l'ambassadeur, tous, nous sommes très émus de voir aussi un si beau français qui est porté par vous-même. Merci beaucoup. Un grand merci pour ces mots d'introduction, monsieur le vice-ministre et madame ambassadrice. Vraiment, c'est la première fois que nous organisons ces événements, mais je pense que ce n'est pas la dernière. On va continuer les discussions parce que ça mérite pour avoir plus de discussions sur les sujets de notre patrimoine juif, mais aussi de la Shoah. Et je pense que le projet que vous avez mentionné de l'école de Vilnius est un vraiment bon exemple comment on peut faire le lien entre la Lettonie et la France et pour discuter les sujets très importants pour nous tous. Donc, vraiment, merci beaucoup encore une fois pour les introductions et maintenant, peut-être on va commencer avec le programme prévu, principal. Et comme c'est prévu, nous voulons commencer nos discussions sur le sujet de l'ITVAC, comme j'ai mentionné, l'héritage du monde juif disparu. Et pour moi, c'est un grand plaisir pour présenter au public notre grand ami de la Lettonie. Je pense le véritable patriarche de l'histoire des Juifs lituaniens, M. Yves Placero, qui a vraiment, je pense pour moi, j'ai entendu votre nom depuis mon début de ma carrière au ministère des Affaires étrangères, parce que pour moi, c'était le premier travail. J'étais responsable pour la France. Et il y a 20 ans, quand j'ai commencé à travailler au ministère, c'était déjà votre nom très reconnaissant chez nous. Et je pense c'est vraiment, vous êtes un intellectuel toujours à la recherche des synergies entre la Lettonie et la France, mais aussi entre la Lettonie et la communauté juive. Donc, c'est vraiment quelque chose d'unique, je pense. Et vous êtes juriste spécialiste des droits humanitaires et du multiculturalisme. Vous avez écrit plusieurs livres, je pense plus que 10 livres sur ces questions. Et pour moi, c'était vraiment un grand plaisir avec vous d'être aussi pendant la visite présidentielle de M. Macron à Vilnius. Et je pense que votre contribution était vraiment importante pour le succès de cette visite présidentielle aussi. C'est un grand plaisir d'avoir aussi votre épouse, Madame Suzanne, qui est aussi avec nous, parce que chez nous, nous sommes un peu peut-être dans l'événement hybride. Il y a une petite présentation ici, mais j'espère qu'il y a aussi beaucoup de spectateurs vers notre réseau de Zoom. Et comme j'ai vu, ce n'est pas juste les gens qui vont participer de Vilnius, mais aussi de Paris et des autres villes européennes. Peut-être pour le programme, juste pour petite précision aussi sur le changement de programme, comme j'ai dit, c'est le dernier changement, mais la session dédiée pour la pensée l'événement sera remplacée par la cérémonie commémorative pour les victimes de la Shoah. Et on va faire la lecture des noms des victimes de la Shoah en Lituanie. Peut-être qu'on va expliquer plus tard un peu sur cette session, mais la session prévue pour la pensée l'événement sera remplacée par cette cérémonie commémorative. Parce que chez nous, en Lettonie, il y a ce bon projet, je pense, pour avoir possibilité de lire tous les noms des victimes de la Shoah. Et ça prend presque toutes les journées, tous les jours pour lire et pour faire cette connexion avec notre mémoire de la Shoah. Et maintenant, peut-être, bien sûr, je voudrais donner la parole à M. Placero. Pour moi, personnellement, malheureusement, je dois partir parce que j'ai la délégation lituanienne ici du Parlement à Paris. Nous allons visiter les Élysées et aussi le Sénat
cet jour, mais je vais revenir après le midi pour continuer notre discussion. Et comme c'est prévu, après votre discours, ça sera la possibilité pour poser des questions. N'hésitez pas pour utiliser le chat de Zoom pour poser les questions et pour avoir les discussions, parce que je pense que c'est aussi vraiment important pour avoir les discussions, pour avoir possibilité de poser et répondre à toutes les questions. Donc, merci beaucoup encore une fois, Monsieur Placero. Maintenant, la parole à vous. Et, je commençais peut-être avec vous, mais puis je dois sortir et je dois partir un peu plus tard. Mais j'attends votre présentation avec toutes mes amitiés. Merci beaucoup, Monsieur Placero. Maintenant, c'est à vous. Gentil, merci beaucoup de l'initiative de cette réunion opportune et certainement passionnante. C'est une très belle initiative. Merci aussi aux organisatrices, Ugne, Auste, Rita, etc., qui se sont donné un mal considérable et ont réussi à réunir une belle équipe et un programme de grande qualité. Je voudrais aussi, avant de commencer à raconter cette épopée, saluer la mémoire de mon ami Henri Mincélès, sans qui je ne serais certainement pas là, qui m'a profondément inspiré et que j'ai eu le malheur de perdre il y a quelques années. Je voudrais enfin dire que je ne suis pas un historien professionnel et que ce que je peux faire ici, c'est une sorte de présentation, de vulgarisation, sans autre ambition que de sensibiliser ceux qui ne seraient pas familiarisés avec cette histoire à cette très étonnante rencontre de deux épopées historiques, celle de la Lituanie, du Grand-Duché de Lituanie, et celle de la communauté litvaque. C'est cette histoire d'une convergence entre diverses cultures avec une grande synergie et parfois des catastrophes et certainement un cas très particulier dans l'histoire de l'Europe. Alors tout ça commence au début du XIIIe siècle avec l'arrivée dans le territoire du alors petit Grand-Duché de Lituanie d'un certain nombre de Juifs d'Europe occidentale qui commencent à être chassés par notamment les croisades et qui viennent chercher refuge dans cet État encore païen, c'est-à-dire cet État qui, à l'époque, est encore refusé la christianisation qu'essaient de lui imposer les Teutoniques, qui sont installés au nord, les Russes, les orthodoxes russes qui sont à l'est, et les Polonais qui sont à l'ouest. Nous sommes au XIVe siècle, la Lituanie résiste encore, XIIIe, XIVe siècle, la Lituanie résiste encore à la christianisation. Mais déjà à cette époque-là, comme elle est en expansion géographique absolument faramineuse, il faut voir qu'elle passe en l'espace de 2 siècles de la taille d'un département français à quelques 600 000 km², c'est-à-dire plus que la France aujourd'hui. Elle va jusqu'à Odessa, elle va depuis la mer Baltique jusqu'à Odessa, l'État lituanien. Donc, l'État a un besoin urgent de personnel qualifié pour gérer, encadrer, administrer ces énormes masses de population qui, pour l'essentiel, sont slavophones. Les Lituaniens parlent une langue balte, mais les territoires qui se sont réunis à Vilnius sont pour l'essentiel rutènes, c'est-à-dire slavophones. Donc il faut des gens agiles, habiles et de préférence dévoués à l'autorité grand-ducale pour administrer cet ensemble considérable et assez vierge, encore il faut bien dire. Et c'est pour ça que les premiers Juifs arrivés ayant montré leur grande capacité à servir de gestionnaire à divers titres, la chancellerie grand-ducale a l'idée de les inviter formellement à venir occuper des postes et à partir de 1300, aux environs de 1300, des appels sont lancés
vers l'Occident pour faire venir des immigrés, des grands en provenance d'Europe occidentale. A commencé par Vytautas le Grand, le grand-duc qui vit de 1350 à 1430, des projets de chartes, puis des chartes donnant aux Juifs des franchises, des libertés et des garanties sont promulguées dans l'ensemble, progressivement, dans l'ensemble du territoire du Grand-Duché. Et le dernier grand statut sera finalement adopté en 1646 et offrira un cadre juridique extrêmement attrayant aux Juifs qui sont encore très largement persécutés en Europe occidentale. Donc on a à ce moment-là un État lituanien qui entre-temps, vers 1380, s'est officiellement christianisé en adoptant le catholicisme polonais, qui est une démarche géopolitique intéressante parce que ils ont choisi en quelque sorte de s'allier avec un royaume à la fois puissant et occidentalisé, et refusant de ce fait l'alliance avec l'orthodoxie qui aurait amené vraisemblablement une intégration à l'espace russe. Donc c'est une démarche géopolitique intéressante, mais qui va emporter un certain nombre de conséquences, comme on va le voir. La polonisation de la Lituanie qui est en marche va modifier sensiblement l'habitus et les rapports, notamment avec la communauté juive, qui croit beaucoup et qui s'organise. Elle s'organise au plan local sous forme de kehila, c'est-à-dire de communautés juives auto-administrées, qui sont soit urbaines, en général dans les centres-villes. Ils se groupent en général dans des tout petits espaces autour du Rýnek, la place du marché du centre-ville, où ils vivent de façon très autarcique et encore une fois auto-administrés, ou alors dans ce qu'on appelle des shtetler, des communautés rurales, où ils ont également, sous l'autorité de leur rabbin, en général un kahal, c'est-à-dire un conseil qui gère la communauté. C'est une société qui est très oligarchique, qui est très théocratique, qui constitue par rapport à l'environnement catholique du Grand-Duché un corps assez étranger, mais qui vit malgré tout dans une certaine forme de synergie avec la société environnante. Et aux environs de la Renaissance, on peut dire que la société lituanienne, juive et non juive, vit dans un état de cohabitation relativement convenable. Les Juifs continuent à arriver parce que comme ils sont assez bien reçus et qu'il y a de la place pour tout le monde, ils se développent. Et en 1581, un organisme fédérateur des Kehila ou des Kehilot est créé. C'est le Conseil des 4 pays, qui est une espèce de parlement régional qui comprend des représentants de la Grande Pologne, de la Petite Pologne, de la Podoli-Galicie, de la Volhynie et à l'origine de la Lituanie. Donc ces gens se réunissent pour faire une sorte l'administratif et le politique ne sont pas encore très dissociés, mais une sorte de gouvernement de l'ensemble de la région, donc une sorte d'autogouvernement au sein d'un État qui est lui-même très décentralisé, il faut bien dire l'État, qui est très décentralisé, très lâche au point de vue structure administrative, donc une grande liberté de vie de la communauté juive dans cet ensemble-là. Au fil des ans, le temps passant, une identité litvake prend naissance dans la partie nord du Vade, Arba Ratsot, qui est le nom du
Conseil des 4 pays. Et en 1623, les Lituaniens prennent leur indépendance et créent un Vada Medina Delita, c'est-à-dire un conseil de la Lituanie, qui va devenir en quelque sorte la structure politique administrative autonome personnelle des Litvaks, donc par opposition aux autres communautés qui sont plus au sud, les Galicianer, etc., les Polacs, etc., plus au sud ou plus à l'ouest. Quels étaient les privilèges dont bénéficiaient les Juifs dans le cadre de cette structure politico-administrative? Essentiellement, d'abord, la protection du souverain. Ils sont considérés comme assez intouchables. L'atteinte au bien ou à la personne des Juifs est aussi pratiquement aussi fortement sanctionnée que ces mêmes atteintes à des propriétés ou des personnes de la noblesse. L'autorisation du port d'armes, même dans certains cas la fortification des synagogues, des conditions fiscales avantageuses, exemptions fiscales dans de nombreux domaines, possibilité d'accéder à la propriété foncière, droit de fermage des terres arables et des prairies, au même titre que les Lituaniens dans le domaine de Grand-Duché, ce qui n'était pas toujours le cas des Polonais. Tout ça fait que ça nous amène aux environs du XVIe siècle. Je vais un petit peu vite parce que je suis conscient du fait que cette technique est un petit peu compliquée, alors j'essaie de survoler, de rendre les choses un peu synthétiques parce que je comprends que parmi l'auditoire que je ne vois pas mais que je devine, il y a des gens qui sont très experts et d'autres qui sont moins familiarisés avec la matière, donc j'essaie de tenir un petit peu l'équilibre entre les deux. Le VAD lituanien, donc, que je viens de décrire, contribue à l'affermissement d'une conscience identitaire litvak dans la région, et même ce que pourrait être une sorte de proto-conscience litvak, soutenue par l'ensemble des privilèges qui continuent à se développer et professionnellement, les Juifs s'organisent de plus en plus dans le cadre des guildes, les Hevrot, qui de plus en plus quadrillent le territoire grand-ducal. La population atteint en 1766 environ 160 populations juives, 160 000 personnes. C'est beaucoup parce qu'à l'époque, la population lituanienne est extrêmement clairsemée et ça représente dans certains endroits une concentration extrêmement forte. Simultanément à cette structuration de la présence, de la présence juive, on assiste à un phénomène que j'ai évoqué précédemment, qui est la polonisation de la Lituanie. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que la noblesse lituanienne, un peu frustre, un peu encore archaïque, lorgne sur les mœurs et le mode de vie des juifs, la Szlachta et des boyards du royaume de Pologne, et en même temps qu'ils sont devenus catholiques, eh bien, ils se polonisent, c'est-à-dire qu'ils prennent l'habit polonais, les mœurs polonaises et la langue polonaise. Donc, on assiste à une sorte d'infiltration de la société lituanienne par les mœurs de la Pologne et, dans une certaine mesure, une prise de contrôle du petit royaume de Pologne sur la grande Lituanie. Grande Lituanie au point de vue géographique. Donc c'est un phénomène qui va amener en Lituanie une posture vis-à-vis des Juifs qui est très différente de celle qui existait autrefois en Lituanie. Autrefois, la tradition était païenne ou paganiste et l'ethnicité ou la religion n'avait pas grande importance. Avec l'arrivée des Polonais et de leur rapport beaucoup plus ancien avec les Juifs et des préjugés polonais vis-à-vis des Juifs, une certaine polonisation entraîne une certaine stigmatisation des Juifs et l'atmosphère commence à changer au sein du Grand-Duché. Bon, il se passe cette évolution, il se passe d'autres évolutions simultanées, c'est un petit peu toujours difficile après avoir cru en surface, en importance,
de façon considérable, le Grand-Duché est en proie à des attaques constantes de ses voisins, que ce soit les Teutoniques au nord, que ce soit les Tatars du sud-est, que ce soit les Russes déjà de l'Est, et le territoire grand-ducal commence à s'effriter. C'est-à-dire que cette espèce d'immense domaine se rétrécit progressivement pour se concentrer de plus en plus sur ce qui va devenir la Lituanie ethnique, qui correspond grosso modo à l'actuelle Lituanie. Face à cette situation de menace géopolitique à laquelle l'armée grand-ducale n'est pas tellement en mesure de faire face, progressivement, la chancellerie grand-ducale décide de se rapprocher de la Pologne, d'abord avec l'union de Creva au XIVe siècle, ensuite vers 1560 avec l'union de Lublin, qui crée une véritable entité polono-lituanienne qu'on a appelée en latin la Respublica, que les Polonais appellent Rzeczpospolita, qui est un terme qui est resté dans l'histoire, pour désigner cet ensemble polono-lituanien qui, à partir de l'union de Lublin, va devenir un État polono-lituanien et même, vu de France, un État polonais. C'est à partir de ce moment-là, d'ailleurs, que les Français ne verront plus la Lituanie, ils ne verront plus que la Pologne, parce que la Pologne fait écran entre la Lituanie qui est derrière et la France qui est tout à fait à l'ouest. Cette polonisation entraîne également une restructuration des relations entre gentils, enfin entre non-juifs et juifs. Notamment en ce sens que beaucoup de nobles polonais, les petits nobles ruraux, dans ce qu'on appelle la Szlachta, la petite noblesse polonaise, utilisent des intendants juifs. Et ces intendants juifs, naturellement, servent d'intermédiaire entre la population de base et leur boss, leur patron, et de ce fait, eh bien, ils ont tendance à se faire mal voir, parce que c'est eux qui représentent l'autorité, c'est eux qui sont en contact avec la population lituanienne ou ruthène de base, et par conséquent, c'est que des tensions se créent. Simultanément, certains juifs deviennent très puissants et très riches. Ils deviennent collecteurs d'impôts, ils deviennent prêteurs, ils deviennent administrateurs de grands domaines, ils fournissent l'armée, ils prêtent à l'armée, etc. Ils finissent, certains, ce qu'on appelle des Hofjuden, finissent par devenir des personnages tout à fait centraux de l'Oberschicht, la couche supérieure de la population. Et à ce titre, là aussi, quelquefois, sont un petit peu regardés d'un mauvais œil par la population locale. Puis, il y a une autre couche de la population juive qui, à mesure que l'urbanisation se poursuit et qu'une certaine structuration sociale se met en place, il y a toute une population d'une grande pauvreté, ce qu'on appelle les Luftmenschen, des gens qui vivent de l'air du temps, qui n'ont à peine de quoi vivre et qui font un peu clochard et qui apparaissent menaçants à la population, notamment la population des villes. Donc tout ça crée une différenciation, une cristallisation sociale qui n'est pas toujours favorable à l'image et à l'insertion des Juifs. Donc, ça nous amène au XVIIe siècle. Et au XVIIe siècle, ce qui a été la grande époque qu'on appelait l'âge d'or du Grand-Duché, qui correspondait à la cohabitation de communautés harmonieuses. Encore une fois, les communautés étaient nombreuses. Il y avait des Lituaniens, il y avait des Polonais, il y avait des Juifs, il y avait aussi d'autres minorités, des Tatars, etc. Et tous ces gens, dans l'ensemble, s'entendaient bien à l'époque. Tout ça, c'est un petit peu un souvenir. Et on entre dans une période de trouble de l'État. Un trouble de l'État qui est accru, l'État polono-lituanien. On n'est plus dans le Grand-Duché, on est dans une structure mixte, c'est un État mixte polono-lituanien. Deux choses se passent. D'une part, la grande noblesse
devient très traître à son État et pratique ce qu'on appelle le liberum veto au Parlement, ce qui consiste à bloquer pratiquement toutes les évolutions qui ne l'arrangent pas et ne jamais voter qu'à son intérêt personnel, et donc pratiquement rendre l'État très inefficace. C'est une nouvelle évolution. Il n'y a plus de patriotisme constitutionnel comme il y avait eu pendant longtemps, d'une part, et d'autre part, la menace extérieure se fait pressante. Les Teutoniques, après la bataille de Tannenberg, ont pratiquement cessé de constituer une menace au nord. Les Tatars ont été écrabouillés, mais en revanche, les Russes, la Moscovie d'abord, la Russie ensuite, monte en puissance et constitue une menace extrêmement importante pour l'État polo-lituanien. Il y a des guerres constantes qui se déroulent dans la région et dont on peut difficilement imaginer le caractère traumatisant. Par exemple, entre 1700 et 1720, la guerre du Nord qui oppose les Suédois, qui sont une grande puissance à l'époque et une puissance impérialiste, continentale impérialiste aux Russes, ravage littéralement la région et tue une grande partie de la population polonaise, juifs et lituaniens confondus. Donc ça, c'est des ravages absolument épouvantables. Et donc la situation générale se dégrade. La situation des Juifs se dégrade aussi à mesure que la situation économique, la situation politique se dégrade et se tend. On cherche des boucs émissaires et on accuse de plus en plus les Juifs de plein de choses, d'être des émissaires du diable, d'être des traîtres à la patrie, à la religion, etc. Il y a de nombreux pamphlets sont rédigés, qui sont diffusés assez largement, et la souffrance de la communauté ou des communautés, parce que c'est assez éclatée, devient grande. C'est à l'époque, au XVIIIe siècle, qu'apparaît aussi, quelque part au sud de la région Litvak, en Biélorussie, le hassidisme, le mouvement Chabad Lubavitch, qui un mouvement religieux piétiste, un peu exalté, qui vient s'opposer de façon frontale à un autre mouvement religieux. On est en pleine période d'effervescence religieuse qui était menée par une personnalité éminente qu'il faut évidemment citer, qui est le Gaon de Vilna, 1720-1797, qui était un érudit extraordinairement talentueux, très rationaliste et qui s'opposait complètement, dont les partisans s'appellent les Bit Takdim, s'opposaient au côté exalté et irrationnel des Hassides. Donc on a au sein de la communauté qui, je vous rappelle, se trouve en quelque sorte assiégée un petit peu par l'environnement, on a aussi des divisions internes extrêmement fortes qui sont à la fois extrêmement inquiétantes, mais qui, à certains égards, s'avèrent extrêmement stimulantes aussi et porteront dans les années qui viennent, les décennies qui viennent, un certain nombre d'évolutions riches et positives. À la fin du XVIIIe siècle, entre 1772 et 1795, finalement, la Rzeczpospolita est boulottée, mangée, dépecée par la Prusse, l'Autriche et la Russie qui s'étaient mis d'accord pour que chacun en prenne un morceau. Et la partie litvak, c'est-à-dire la partie nord-orientale du domaine en question, se trouve pris par la Russie. Nous sommes en 1795. Cette entrée dans le domaine russe représente un bouleversement absolument extraordinaire de l'habitus juif litvak. Cette absorption de la Litvakie par la Russie représente également pour la Russie un choc et un challenge, un défi absolument
considérable. Ça affole la chancellerie de Saint-Pétersbourg qui n'a qu'une idée en tête, les contenir. Et les contenir, c'est-à-dire empêcher qu'ils ne se répandent au sein de l'Empire et donc les laisser coincés dans une zone occidentale qui correspondait à l'ancien territoire du Nord-Ouest, l'ancienne Lituanie, et c'est ce qu'on appelle la zone de cantonnement qui va dresser une frontière en quelque sorte entre les populations juives et le reste de la Russie. C'est donc, une fois ce cordon sanitaire établi, quoi faire, se demande la Russie. À ce moment-là, ils entreprennent de promulguer des statuts des Juifs qui visent à deux choses essentiellement. D'une part, les russiser et d'autre part, les fixer à la campagne pour éviter qu'ils viennent dans les villes, parce qu'il y avait déjà une tendance assez forte face à la pauvreté, à l'émigration des populations juives vers les villes. Et ça, les Russes voulaient à tout prix s'y opposer. Donc, je vous passe sur les dates des divers, sauf peut-être 1804, où Alexandre Ier promulgue un statut très important qui fixe largement, qui les bloque largement les Juifs à la campagne. Simultanément, il faut toujours regarder dans diverses directions. L'évolution que je vous ai évoquée il y a quelques minutes concernant le Gaon de Vilno, les pensées rationalistes, etc., viennent se poursuivre avec l'arrivée des Lumières juives, la Haskalah, en provenance essentiellement de Prusse orientale, de Königsberg. La Prusse orientale, ceci étant une zone germanophone qui se situe au nord-ouest de la Lituanie historique, mais extrêmement près du cœur de la Lituanie, très près de ville comme Kaunas. Et donc l'influence de la Haskalah qui s'est développée dans la foulée de la philosophie occidentale des Lumières, notamment suisse, allemande et française, touche de façon très, très vive toute cette communauté juive en effervescence, et on se trouve avec trois groupes de gens, de militants éclairés, les maskilim, qui sont les éclairés, ceux qui sont donc un peu intellectuels et qui veulent beaucoup réfléchir, les mitnagdim, religieux traditionnels, et puis les hassides, qui sont, vous l'avez compris, plus exaltés, moins intellectuels, plus adeptes d'un piétisme qui déplaît beaucoup aux autres. Donc une société fracturée qui, là aussi, c'est terrible en un sens, mais c'est aussi porteur, on va le voir, de beaucoup d'espérance. En 1844, toujours dans la perspective d'assimiler les Juifs, à l'époque on essaie de les assimiler, en 1844, les autorités russes suppriment les Kehilot. Les Kehilot qui étaient encore une fois donc, ces communautés juives qui défendaient, qui avaient créé, comme disait un auteur de l'époque, qui avait créé un mur autour de la Torah. On démolit les Kehilot et par conséquent, les Juifs se trouvent de façon très vulnérables, d'autant plus que progrès, mais aussi risque supplémentaire. En 1864, la réforme Wielkopolski accorde l'égalité de droit aux Juifs au sein de l'Empire russe. À partir de ce moment-là, les Juifs sont effectivement théoriquement égaux, mais toute leur structure de défense traditionnelle sur lesquelles ils avaient fondé leur vie, leur habitus depuis des siècles, disparaît et ils se trouvent atomisés face à une autorité russe extraordinairement oppressive par le biais notamment de l'Okhrana, la police politique, qui s'infiltre partout et qui rend la vie des communautés très difficile. Donc, on a là une dégradation
très sensibles de la situation des populations juives, qui entre-temps se sont considérablement multipliées, donc ils sont extrêmement nombreux, ils sont dans l'ensemble très hétérogènes, une masse à la base de populations rurales ou urbaines, pauvres, laborieuses et encore extrêmement religieuses, et au sommet, intégrer une population de bourgeois juifs bien acceptés, mais très peu nombreuses, très peu importantes numériquement, qui n'a plus grand rapport, qui est occidentalisé, qui a quitté l'habit juif, qui ne parle plus yiddish. La population juive, elle parle toujours pratiquement exclusivement yiddish, population de base, et donc un monde juif très éclaté, communiquant de moins en moins. Tout ça nous amène à 1881, l'assassinat d'Alexandre II. Vous vous souvenez, Alexandre II était un tsar libéral qui avait plutôt favorisé la population, les populations minoritaires, pas seulement les juifs. Donc on serre la vis, on verrouille la zone de résidence. Cette fois, on leur a interdit d'habiter les campagnes parce qu'ils étaient très largement partis des campagnes, mais on leur empêche d'habiter les campagnes. Et dans ce contexte-là, la religion reste importante, mais aussi les idées de révolte, les idées révolutionnaires se répandent et prennent de plus en plus d'importance chez des jeunes gens, des jeunes hommes en général, éduqués dans les yeshivas, mais ne voyant plus d'espoir et qui se tournent vers des idées révolutionnaires, que ce soit les idées social-démocrates, que ce soit directement les idées marxistes, et aussi des idées assez étranges du Bund, qui est une structure tout à fait particulière, mi-syndicat, mi-parti politique, mi-espace idéologique, qui prône le fait de rester pour les Juifs dans les territoires traditionnels, mais d'effectuer leur enracinement dans leur culture et notamment dans la tradition linguistique litvak. Donc c'est à la fois un mouvement politique, le Bund, à la fois un mouvement politique marxiste, mais c'est aussi un mouvement culturel yiddishiste. On va peut-être nous parler de Chromorsky un petit peu plus tard, qui représente une nouveauté absolue, d'autant plus que Vladimir Medem, notamment, un de ses chefs du Bund, promeut pour le peuple juif du Yiddishland ce qu'on a appelé l'autonomie culturelle personnelle extraterritoriale, d'un mode d'auto-administration dispersé qui, se fondant sur l'expérience des Kehilot et des Vadei, devrait permettre aux Juifs, si tout ce qui s'est passé ensuite ne s'était pas passé, devrait permettre aux Juifs de vivre heureux dans les territoires en question. Ceci étant, il se passe la Première Guerre mondiale, même avant la Première Guerre mondiale, beaucoup de Juifs décident d'émigrer, beaucoup de Juifs litvak choisissent d'émigrer vers les États-Unis, vers l'Europe occidentale et, c'est assez particulier, vers l'Afrique du Sud, où ils vont créer des communautés importantes. Presque tous les Juifs d'Afrique du Sud étaient, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, des Litvaks. Simultanément, espèce d'éclatement spatio-temporel de la communauté litvak engendre une évolution très étrange des états d'esprit. En quelques années, on voit passer des gens qui viennent des Städtler, qui viennent de la société traditionnelle religieuse, à une modernité américaine, entre guillemets, très grande, et ça entraîne une explosion. On passe du travail
sur le Talmud et la Torah à la même chose, mais dans le domaine laïque, et ça donne une explosion culturelle absolument extraordinaire dans tous les domaines, que ce soit la littérature, que ce soit la peinture, que ce soit la philosophie, que ce soit la politique, avec des gens comme Simon Doudnov, Arkady Kremer, etc., Chaim Weizmann, etc. C'est là que naît aussi l'idée d'un État juif. Et tout ça, cette espèce d'effervescence va créer notre modernité, va créer une grande partie de ce qui est aujourd'hui la créativité moderne. Alors, ensuite, ceci nous amène à la Shoah, dont je ne parlerai pas ici parce qu'elle va être abondamment traitée cet après-midi. L'extermination donc par les nazis de 95% de la population, les nazis et leurs collaborateurs locaux des États, donc Lettonie, Lituanie, Biélorussie, Ukraine, etc. Ce thème donc sera traité cet après-midi. Je vous signale qu'il y a un bouquin important qui est paru tout récemment de Christoph Dickmann et Ruta Vanagaite, qui s'appelle How Did It Happen? Understanding the Holocaust, qui vient de paraître chez Rowman & Littlefield. C'est un bouquin extrêmement stimulant que je vous recommande vivement. Quelques mots sur le caractère. Est-ce que j'ai encore quelques minutes? On doit finir déjà, mais... Combien? 5 minutes? 5 minutes, pas plus. 5 minutes, c'est parfait. 5 minutes. Vous savez, pour parcourir tant de siècles en peu de temps, le caractère Litvak, c'est intéressant à dire quelques mots, très rationnel, très réflexif, très intelligent, souvent matiné de pensées non juives, plus que d'autres. La formule de Tsaïlem Kopp, une croix dans la tête, est assez significative. Grande lucidité, beaucoup d'humour. Ce sont des qualités qu'on trouve dans la plupart des auteurs, d'Avrom Kever à Emmanuel Levinas. Il y a un esprit Litvak qui est très intéressant et qui va apparaître sans doute au cours de cette journée. Quelques mots pour terminer, parce que il existe encore une communauté juive en Lituanie aujourd'hui, contrairement à ce que pensent pas mal de gens. Elle n'est pas très importante, quelques milliers de personnes, mais elle est d'une très grande activité. Elle est animée avec beaucoup d'ardeur par quelques personnalités dynamiques, et elle est soutenue, elle est bien soutenue par les autorités lituaniennes qui font ce qu'ils peuvent pour honorer la mémoire, pour marquer les lieux, pour diffuser l'information dans les écoles concernant notamment la participation de certains Lituaniens à la Shoah. Une recherche de vérité est en cours, un travail considérable a été fait qu'il ne faudrait surtout pas sous-estimer, et c'est encourageant. Mais simultanément, en Lituanie, donc petit État lituanien, petit entre guillemets, environ 60 000 km², comme ailleurs en Europe à l'heure actuelle, on assiste à une remontée du nationalisme, et avec le nationalisme, des phénomènes d'ostracisme et notamment d'antisémitisme sont constatés dans certains secteurs de la population, et c'est un peu inquiétant, même si là aussi l'État fait son possible pour essayer de contenir le phénomène et d'informer. Voilà, j'ai donc terminé. Je ne sais pas combien de temps j'ai mis, mais je vais difficilement aller plus vite. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, monsieur. C'était vraiment passionnant. C'est gentil. C'était un panorama vraiment très large, profond. Et je voudrais montrer à ceux qui ne connaissent pas cet ouvrage de quel auteur, monsieur Splacero, avec madame Suzanne Fischer. Et Henri Minceles. Oui. Et a été écrit. Et je ne sais pas s'il y a des questions en audience, peut-être pour l'instant. À moins de rassembler toutes les questions en même temps. Oui. Si je peux commencer peut-être je voudrais poser une question un peu personnelle. Je serais curieuse de savoir
comment votre intérêt a commencé pour cette histoire des Litvaks? Qu'est-ce qui vous a mené de... Je ne sais pas. Je peux tout au plus supposer. J'avais, par mon petite enfance, une familiarité avec la question juive parce que j'ai vécu en grande proximité avec une famille juive pendant toute mon enfance et mon adolescence. Et la mère de cette famille était prof d'histoire et de culture juive. Par conséquent, ça m'a un petit peu sensibilisé. D'autre part, je me suis toujours intéressé aux groupes minoritaires et aux entre guillemets petits peuples. Et la manière dont les Baltes avaient résisté aux Allemands et aux Lituaniens, aux Allemands et aux Russes, m'a toujours fasciné. À la rencontre des deux, il était logique que je m'intéresse aux Juifs litvaks, d'autant plus que c'est amusant, mais c'est anecdotique, mais c'est amusant. La mère de la famille dont je vous parlais en question parlait allemand, donc on parlait aussi à la maison, et alors elle détestait le yiddish. Elle disait que c'était un jargon, que c'était épouvantable, etc. Et bien, ça m'a beaucoup de suite intéressé. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce que c'est que cette affaire, cette langue démonisée? Ça m'a intéressé. Je n'ai pas été très loin, mais à partir de l'allemand, j'ai quand même compris un certain nombre de choses. Et voilà, donc c'est peut-être ça qui m'a amené à... et puis aussi un intérêt humanitaire pour une population massacrée, etc. Donc si vous mettez tout ça bout à bout, je crois que c'est cohérent. Merci. Mais c'est une hypothèse. Convaincante, je oui, Ralph. Allez-y. Tu as juste un petit peu approché le problème parlant du Bund, de son positionnement idéologique et un peu politique. Ma question est, comment s'est vécu l'émergence du sionisme? Oui, c'est vrai que je n'ai pas parlé du sionisme, mais c'est pas que ça soit pas important. Au contraire, notamment Paoletti, on a été très important, très, très bien reçu. Theodor Herzl est venu prêcher du haut d'un balcon à Vilnius. Et, le sionisme a été extrêmement important et il y a eu une énorme bagarre entre les partisans de la Doigkeit, c'est-à-dire rester là où vous êtes, et les partisans d'Eretz Israël, de départ vers de l'Alia, etc. Oui, un certain nombre de kibbutzim ont été fondés par des Litvaks, bien sûr, mais là aussi, un monde qui n'est pas rare chez les Juifs, c'est pas que je vais l'apprendre, un monde très divisé. Vous vous souvenez toujours de cette histoire, il y a un défilé à Vilnius et un gars qui porte 3 pancartes disant 3 choses différentes. C'est-à-dire que les divisions étaient énormes, mais oui, pour répondre à ta question, le sionisme a joué un très très grand rôle dans toute l'ère litvake. Oui, c'est sûr. Merci. Pour les Juifs de Lituanie actuellement, comment se situe par rapport à... Les Juifs de Lituanie actuellement, ils sont pas très litvaks d'abord. Parce que beaucoup sont des gens qui sont venus de l'intérieur de la Russie. C'est une communauté très divisée. Il y a même des Israéliens qui vivent à Vilnius. Dans l'ensemble, les Juifs lituaniens comme les Lituaniens sont assez pro-israéliens. Et quand je dis pro-israéliens, je veux dire dans la ligne un peu du gouvernement israélien. Les relations entre l'État d'Israël et Tel Aviv sont très proches. Quelquefois, je trouve même un petit peu proches. Il n'y a pas beaucoup d'esprit critique vis-à-vis de la politique. Je ne parle pas de l'existence de l'État d'Israël naturellement, mais de la politique israélienne. C'est quelquefois un petit peu... c'est aussi un petit peu du fait... ça tient peut-être un peu au fait que les Lituaniens sont très américains. Politiquement, vous voyez le drapeau de l'OTAN. L'OTAN, c'est-à-dire la couverture américaine, est très importante, plus importante pour eux que souvent ailleurs en Europe. Donc, Amérique, Israël, un peu pareil. Je ne sais pas si Hitchcock est d'accord avec moi.
Est-ce que c'est de la politique, ça? Non, pas vraiment. Je connais rien, du point de vue des lecteurs de journaux, des comptes. Je comprends. Encore des questions? Oui, bien sûr. Can I ask a question in English? You can ask a question in English, no problem. Try to ask really loud. Try to do it really loud. I will. I was wondering whether the motives for anti-Semitism in the 19th century are similar to those which we are experiencing today. Interesting question indeed. I would say yes and no. Yes, because anti-Semitism has long roots, long traditions, and deep roots in European cultures. But no, because in the 19th century, the Palestine question did not exist. And the connection with the relationship between Palestine and Israel, which is the current background of a part of our anti-Semitism in Europe, did not exist. So the landscape is partly very different, I could say, to make a long story short. That's all I can say at this point. But the old anti-Semitism, the old type, the one carried by the extreme right, seems to be unfortunately making it come back independently from the Israel-Palestine question everywhere in the world, not only in Europe. So maybe there is a trend to revisit the old devils, I can say so. Thank you very much indeed, cher X. Oui, c'était vraiment impressionnant. On doit maintenant passer à l'autre chose. On a une projection d'un film court à animation qui a été créé l'année dernière pour commémorer l'anniversaire du Gaon de Vilna. Imagine a simple 18th century building. Inside, there is an ascetic room with a candle burning, book pages being turned, and probably a soft voice murmuring in Hebrew. The voice belongs to a man who spent almost his entire life inside these four walls, yet probably considered this a great blessing. In the street, next to his house, people would often talk about him. schläft nicht mehr wie 4 Stunden am Tag. Stellt herein die Füße in Wasser. Soll länger lernen. Selten redet mit dem Sprache. Although, according to him, one should neither praise nor curse another, for the sin of the tongue is the most severe. It comes as no surprise that today no one exactly knows how the man looked like. We could presume that he simply couldn't be bothered to spend hours waiting for his portrait to be painted. Yet, his intellectual and spiritual legacy remain alive up to this day. Žydų tauta visų pirma garsėja sukurtais tekstais, knygomis, išminčių vardais. Svarbu yra suprasti, kad tekstas yra ir pasaulio sukūrimo planas tradicinėje kultūroje, ir kartu jo vykdymo planas. Žodis gaonas reiškia išminčius arba didybę, bet didybę ne kažkokią socialinę prasme, o grynai intelektualinę prasme. Pirmųjų gaonų darbo rezultatas yra vienas didžiausių žydų religinės teisės ir paprotinės teisės sąvadas, kuris vadinamas Talmudu. Pavyzdžiui, šitas leidimas pats yra 1883 metų ir jau jis publikuojamas kartu su gaonų komentarais. Tai yra jau manoma tais laikais, kad be gaonų komentarų iš viso šitos vietos neįmanoma suprasti. However, the Gaon himself never cared to publish his texts. He also neither held an official rabbinical position, nor could he be regarded as a community leader. In fact, the only official documents proving his existence are from 18th century population censuses, which indicate nothing more than his name and a surname.
And yet, despite this lack of factual information, his influence is tangible for any religious Jew in the world. In this rare footage, we can see one of the many religious academies, known as yeshivas, established by Lithuanian Jews or Litvaks. Now found all across the world, these schools were first started by a small circle of Gaon's former disciples. They have not only published his texts, but also developed a unique study method based on his teachings. It involves an in-depth analysis of classic Judaic texts and a continuous 24-hour study of the Torah. Eventually, the Vilna Gaon became a multifaceted symbol. Some regard him as a genius for his analytic mind. For others, he is a religious authority who embodies the idea that studying the Torah is the holiest act of all. There are also people who see him as a mystic and an expert on the Kabbalah. We can only imagine how much these images correspond to reality and what other qualities he possessed, especially with his reclusive way of life. Yet one thing is sure, the Gaon's example and legacy transformed the Lithuanian capital of Vilnius into an intellectual and spiritual center of Jewish culture. The local Jewish community prioritized wisdom and piety over material gain and social success. Thus, just before the Holocaust, Vilnius had 10 yeshivas, more than 100 synagogues, and was widely known as the Lithuanian Jerusalem, or the Jerusalem of the North. Bet kuriuo atveju tai yra ganėtinai unikali knyga, nes matosi, kad jinai pilna schemų, jinai vadinasi išvertus pažodžiui, tai čia ne trikampis, o triragis elnias. The Vilna Gaon can also be called an innovator, as he expanded his interest into other fields of study, such as Hebrew grammar, natural sciences, and geometry. However, it seems that these additional interests were not for the sake of science, but yet another tool to better understand the Torah. One Talmudic Haggadah, or a story, tells of a huge frog, which is the size of 60 buildings. A snake swallows the frog, and a raven catches the snake and flies away to sit on a tree, the tree of life. A commentary on this story written by the Vilna Gaon himself may be the closest we can get to his image today. For him, the frog symbolizes a Torah scholar who is active day and night. The 60 buildings are the 60 volumes of the Talmud. The snake signifies the temptations that might prevent one from studying texts. And the raven is someone who overcomes these temptations by devoting his entire life to one single purpose.